Il y a une question qui a commencé à me déranger il y a quelque temps. Une question simple mais qui ne me quitte pas. Qu'est-ce que cela signifie vraiment être invincible? Pas invincible comme dans les films, pas dans le sens de ne jamais tomber, ne jamais souffrir, ne jamais être touché, parce que cela n'existe pas. La vie trouve toujours un moyen de nous mettre à l'épreuve. Ce que j'essayais de comprendre, c'était autre chose. Pas une force venue de l'extérieur. Quelque chose de plus simple. Quelque chose que l'on puisse soutenir dans la vie réelle. Un matin, je lisais Marc Aurèle sans chercher de réponse, simplement en lisant avec attention, quand une phrase m'a fait m'arrêter. Une phrase courte, directe, que j'avais déjà lue auparavant, mais qui, cette fois, est restée. Il écrit « Reviens à toi ». Quand on lit cela rapidement, cela peut sembler étrange. Cela peut sonner comme un retrait, comme une fuite, comme un isolement. Mais ce n'est pas cela. Marc Aurèle ne parlait pas de quitter le monde. Il parlait de ne pas remettre son propre équilibre entre les mains du monde. Car c'est ce que nous faisons tout le temps. Nous livrons notre paix à ce qui se passe à l'extérieur, à ce que l'on dit, à ce que l'on pense, à ce qui change sans prévenir. Nous attendons que la journée soit bonne pour aller bien, que les gens agissent correctement pour rester calmes, que tout soit à sa place pour, seulement alors, respirer. Mais cela n'arrive presque jamais. Le monde ne ralentit pas. Les gens ne s'ajustent pas à nos attentes. Les circonstances ne demandent pas la permission. Et c'est là que l'idée stoïcienne commence à prendre tout son sens. Quand Marc Aurèle parle de rentrer en soi-même, il parle de construire une base intérieure, une base qui ne s'effondre pas au moindre bruit, ne se brise pas au moindre problème, qui ne dépend pas de l'humeur des autres pour exister. Pense avec sincérité. Combien de fois ta journée a-t-elle déjà été décidée par quelque chose de petit, un mot de travers, une réponse qui n'est pas venue, une situation hors de ton contrôle? Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Mais continuer à vivre ainsi est un choix. Être invincible, au sens stoïcien, ce n'est pas vaincre le monde. C'est ne pas permettre au monde de décider de ce que tu deviens à l'intérieur. C'est construire un espace intérieur où le chaos ne commande pas, où la peur ne décide pas, où la turbulence frappe mais ne renverse pas. Un lieu simple, solide, silencieux, un centre qui reste debout même quand tout autour semble instable. La question a alors cessé d'être « est-ce possible ?» et est devenue « est-il possible de construire cela dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec la précipitation, avec les distractions, avec la pression, avec le bruit constant ?» Je crois que oui, pas facilement, pas rapidement, mais c'est possible. Et c'est exactement de cela que je veux parler avec toi aujourd'hui. 6 règles, 6 principes tirés de la sagesse stoïcienne, non pas pour te protéger de la vie, car personne n'y parvient, mais pour t'aider à la traverser sans t'abandonner. Parce que des choses difficiles vont arriver. La vie n'épargne personne, mais être invincible, au sens stoïcien, c'est cela. Quoi qu'il arrive, tu continues à être toi, avec clarté, avec direction, avec présence. Reste ici. Ce qui vient maintenant est simple, direct et applicable. C'est le genre de chose qui peut changer une année. Et, dans certains cas, changer toute une vie. Première règle, n'aie pas d'opinion sur tout. Il existe une règle simple qui peut te rendre beaucoup de paix mentale. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Marc Aurèle a écrit quelque chose que lorsque je l'ai lu pour la première fois, je n'ai pas complètement compris. Souviens-toi que tu as toujours le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. Comment ça, ne pas avoir d'opinion? On en a toujours une. Quelque chose se passe et la réaction arrive immédiatement. On juge, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on s'irrite. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Ça semble automatique, et ça l'est. Mais l'erreur consiste à confondre automatique et inévitable. L'automatique est une habitude, et une habitude peut être observée, questionnée et ajustée. C'est là que j'ai commencé à observer, vraiment, ce qui se passait à l'intérieur de ma tête, non pas le monde extérieur, mais le bruit constant ici, dedans. J'ai réalisé que la plupart de mes opinions n'étaient pas réellement les miennes. Elles venaient de l'extérieur, d'informations que j'absorbais sans filtre, d'opinions que j'entendais, de réactions que je voyais chez les autres, et que je finissais par adopter sans m'en rendre compte. C'était comme si je ne choisissais pas, je faisais juste accumuler. Pense à cela un instant. Avoir une opinion, c'est s'engager, c'est prendre une position intérieure, c'est créer un lien émotionnel avec quelque chose. Et tout lien crée de la tension, même lorsqu'elle semble minime.
Cette tension occupe de l'espace dans ton esprit. Elle exige de l'attention, génère des émotions. Elle consomme une énergie cognitive qui pourrait être utilisée pour vivre. As-tu déjà remarqué comme certains sujets restent collés dans la tête? Tu fais défiler l'écran, tu vois quelque chose qui t'irrite et des heures plus tard, c'est encore là. Tu imagines des réponses, tu construis des arguments, tu débats mentalement avec des personnes qui ne sauront jamais que tu existes. La situation est terminée, mais l'esprit reste prisonnier. Pendant ce temps, ta vie réelle est en pause. Aujourd'hui, nous n'avons jamais été autant sollicités à donner notre opinion. Information, scandale, polémique, débat, indignation quotidienne, il y a toujours quelque chose de nouveau qui cherche à capter ton attention, à provoquer une réaction, à exiger une prise de position. La plupart des gens tombent dans ce piège. Ils ont une opinion sur tout. Sur ce qu'a dit tel homme politique, sur ce qu'a fait telle célébrité, sur la nouvelle polémique du jour. Ils s'énervent, débattent, défendent des positions pendant des heures sur des sujets qui n'ont aucun impact réel sur leur propre vie. Et au final, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Rien. Juste du temps perdu, de l'énergie drainée et une paix intérieure rongée, des émotions négatives accumulées, des guerres qui n'étaient même pas les leurs. Marc Aurèle comprenait cela avec une précision chirurgicale. Il a écrit « Les choses en elles-mêmes ne troublent pas l'âme. Ce qui nous trouble, c'est l'opinion que nous en avons. Ce n'est pas le fait qui vole ta paix. C'est le jugement que tu crées à son sujet. Le fait n'entre dans ton esprit que si tu ouvres la porte. Lorsque tu choisis de ne pas avoir d'opinion, il perd l'accès, il reste à l'extérieur. Ce n'est pas de l'aliénation, et ce n'est pas de l'indifférence morale. Les stoïciens n'ont jamais défendu la passivité. Marc Aurèle gouvernait en recherchant la justice, la responsabilité et l'action juste. La différence est simple et décisive. Il existe un abîme entre l'indignation et l'action. Si quelque chose compte vraiment, la question n'est pas « est-ce que ça me révolte ?» C'est « qu'est-ce que je peux faire de concret ?» L'indignation sans action n'est qu'une décharge émotionnelle. C'est du bruit intérieur qui ne produit aucun changement extérieur. C'est comme crier contre le vent. Tu t'épuises et rien ne change. C'est pourquoi crée un filtre simple pour ton esprit. La prochaine fois qu'une polémique surgira, pose-toi 2 questions directes. Est-ce que cela me concerne réellement? Existe-t-il quelque chose de concret que je puisse faire maintenant? Si la réponse est non, lâche prise. N'aie pas d'opinion. Ne discute pas. Ne perds pas ton temps. Observe et avance, car toutes les batailles ne méritent pas ton énergie, et presque aucune ne mérite ta paix. Au début, c'est difficile. Nous sommes conditionnés à réagir, mais avec la pratique, quelque chose change. Tu sens de l'espace s'ouvrir dans ta tête. Moins de bruit, plus de silence, plus de concentration. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et redevient un instrument. L'énergie qui était auparavant gaspillée en opinions inutiles commence à être dirigée vers ce qui compte vraiment. Ta vie, tes projets, tes relations, tes décisions réelles. Tu sors du mode réaction et tu reprends le contrôle. Et voici l'engagement pratique. Si cette règle a du sens pour toi, écris dans les commentaires « Je choisis où je mets mon énergie ». Pas pour paraître conscient, mais pour te rappeler chaque jour que la paix n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose que tu protèges délibérément. Deuxième règle, ne gaspille pas ton temps. Il y a une phrase de Sénèque qui reste dans la tête une fois qu'on la comprend vraiment. Il a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Quand je l'ai lu pour la première fois, ma réaction a été de ne pas être d'accord. Bien sûr que nous avons peu de temps, me suis-je dit. Les jours passent à toute vitesse, les semaines disparaissent, les années nous glissent entre les doigts. Nous sommes toujours occupés, toujours en train de courir, toujours fatigués, comme quelqu'un qui tourne en rond toute la journée et appelle ça du progrès. Mais Sénèque insiste, il dit que la vie n'est pas courte. Ce qui est court, c'est l'attention que nous lui accordons. Une année, c'est beaucoup de temps si tu sais l'utiliser. Et quand tu t'arrêtes pour regarder ça calmement, l'inconfort apparaît. Ce qui fait peur, ce n'est pas le peu de temps. Ce qui fait peur, c'est tout ce qu'on pourrait faire et tout ce qu'on laisse s'échapper. Une année est une période immense. 365 jours, 8760 heures, 525 600 minutes. Quand tu regardes ces chiffres avec honnêteté, il devient difficile de soutenir que le problème, c'est le temps.
On pourrait apprendre une langue, écrire un livre, transformer son propre corps, construire quelque chose de significatif, approfondir des relations, voyager, créer, vivre. Alors la question inévitable surgit. Où va tout ce temps? Sénèque a observé quelque chose de curieux chez l'être humain. Les gens protègent avec rigueur ce qu'ils considèrent comme précieux. Ils défendent leur argent, contrôlent leurs dépenses, prennent soin de leurs biens. Si quelqu'un essaye de prendre quelque chose de matériel, la réaction est immédiate, presque instinctive. Mais avec le temps, c'est l'inverse qui se produit. Nous le donnons facilement. Nous cédons des heures à des réunions inutiles, à des conversations vides, à des distractions interminables. On ouvre le téléphone juste pour regarder quelque chose et, quand on s'en rend compte, 1 heure a disparu. C'est comme laisser la porte ouverte et s'étonner ensuite que quelque chose ait disparu. Sauf que dans ce cas, ce qui disparaît ne revient pas. Tu peux récupérer de l'argent, tu peux reconstruire des biens, mais le temps ne se récupère pas. Chaque minute qui passe est perdue pour toujours. Il n'y a pas de retour, ni de seconde chance pour la même heure. Sénèque a écrit qu'une partie de notre temps est volée, qu'une autre nous est arrachée par les circonstances, mais que la pire perte de toutes est celle qui arrive par négligence. Pas le temps qu'on nous prend, mais le temps que nous donnons sans nous en rendre compte, sans intention, sans conscience. Alors une question honnête s'impose, rien que pour toi. Comment as-tu utilisé ton temps cette semaine vraiment? Pas en théorie, en pratique. Combien d'heures sur le téléphone? Combien d'heures devant des vidéos que tu as déjà oubliées? Combien d'heures dans des inquiétudes inutiles, des reports, des fuites, dans des choses qui n'ont absolument rien changé dans ta vie? Et maintenant, la partie la plus inconfortable, combien de temps as-tu consacré à ce qui compte vraiment pour toi? Tes projets, ta santé, ton développement, tes relations. Pour la plupart d'entre nous, le déséquilibre est évident. Nous perdons du temps avec presque tout, sauf avec l'essentiel, et l'essentiel reste toujours pour plus tard. Ensuite, on dit qu'on n'a pas le temps. Mais on en a. On en a toujours eu. Le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de direction. Du temps sans direction devient du gaspillage. Peut-être que tu penses « mais ma vie est différente, je travaille beaucoup, j'ai des obligations ». Et c'est vrai. Tout le temps n'est pas sous notre contrôle. Mais malgré tout, il y a une question qu'on ne peut pas éviter. Dans les heures qui sont vraiment les tiennes, qu'est-ce que tu en fais? Le soir, les week-ends, dans les pauses, dans les petites brèches de la journée. C'est là que la vie se décide. C'est dans ces restes de temps que l'avenir commence à être construit ou enterré. Aujourd'hui, perdre du temps est devenu encore plus facile. Les distractions sont conçues pour créer une dépendance. Notifications, vidéos, fils infinis. Tu penses que tu te reposes, mais tu en ressors plus fatigué que lorsque tu as commencé. Ce n'est pas du repos, c'est de l'épuisement déguisé en loisir. C'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Se reposer vraiment, c'est différent. C'est le silence, c'est le mouvement, c'est une vraie conversation, c'est la lecture, c'est quelque chose qui te rend de l'énergie, pas qui t'anesthésie. Le vrai repos te prépare à vivre, pas à fuir. Les stoïciens n'avaient pas de téléphone portable, mais ils connaissaient très bien l'esprit humain. Ils savaient que nous avons toujours été tentés de fuir l'essentiel et de nous réfugier dans ce qui est facile et immédiat. Le problème a changé de forme, pas de nature. C'est pour cela que Marc Aurèle se rappelait constamment la finitude de la vie. Pas pour s'angoisser, mais pour mieux agir. Il a écrit que beaucoup de personnes ne se rendent compte du nombre d'années qu'elles ont gaspillées, que lorsqu'elles ne peuvent plus les récupérer, quand le temps devient un souvenir, et qu'il n'y a plus de choix. Et c'est là la partie la plus dure, savoir que l'on perd du temps et continuer à en perdre, comme si la vie disposait d'une réserve infinie. Ce n'est pas le cas. Chaque jour vécu en mode automatique est un jour de moins vécu vraiment. Du temps gaspillé, c'est de la vie gaspillée. Pas une vie parfaite, mais une vie consciente. Chaque heure perdue est une heure qui aurait pu être vécue avec présence. Alors fais quelque chose de simple aujourd'hui. Avant de dormir, demande-toi honnêtement. Comment ai-je utilisé mon temps aujourd'hui? Pas pour te culpabiliser, pour ajuster, pour te rappeler que chaque jour compte, chaque heure compte. La vie ne t'attend pas pendant que tu t'organises. Grave cette phrase dans ton esprit. Lis-la chaque matin, laisse-la ici dans les commentaires. Mon temps compte. Ce sera ton rappel quotidien que ta vie n'est pas une répétition générale.
elle se déroule maintenant. Troisième règle, ne vous installez pas, mettez-vous au défi. C'est l'une des règles les plus contre-intuitives de toutes, parce que nous passons toute notre vie à essayer de rendre les choses plus faciles, plus confortables, plus prévisibles. Rechercher le confort n'est pas une erreur morale, c'est une impulsion humaine. Personne ne se réveille en pensant « Aujourd'hui, je vais me mettre au défi ». On se réveille en voulant du confort, de la routine, du contrôle, moins de friction. On veut que la journée fonctionne sans résistance. Les stoïciens faisaient exactement l'inverse, pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup ignorent, l'excès de confort affaiblit. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, avait une habitude étrange pour quelqu'un qui possédait tout. Quelques fois par an, il choisissait de vivre comme quelqu'un qui n'avait rien. Il dormait sur un matelas dur, mangeait une nourriture simple, portait des vêtements grossiers. Pas par nécessité, mais par choix conscient. Il voulait entraîner son esprit avant que la vie ne l'oblige à apprendre à la dure. Il disait à son ami Lucilius, « Réserve-toi quelques jours pour vivre avec peu, et demande-toi, était-ce vraiment de ça que j'avais peur ?» Cette question fait tomber beaucoup de choses, parce que la majorité de nos peurs n'est pas réelle, elle est anticipée. C'est comme une ombre qui paraît immense de loin mais qui rétrécit quand tu t'en approches. La peur grandit pendant que tu fuis. Tu passes des semaines à éviter quelque chose, à repousser, à créer des scénarios dans ta tête. Et quand tu affrontes enfin, tu te rends compte que ce n'était pas tout ça. Parfois, ce n'était même pas difficile. Le problème commence quand la peur de l'inconfort commence à diriger ta vie. Tu évites tout ce qui te sort de la zone connue. Tu évites les risques, les conversations difficiles, les efforts plus grands, les changements nécessaires. Et sans t'en rendre compte, tu deviens prisonnier de ton propre confort. Plus tu exiges du confort pour fonctionner, plus tu deviens fragile. Pense à cette personne qui n'arrive pas à gérer la journée sans le café exact, la température parfaite, l'horaire idéal, la routine intacte. Le moindre écart devient une crise, un petit retard, un changement minime, et tout s'effondre. Maintenant, pense à quelqu'un qui a déjà appris à composer avec l'inconfort. Quelqu'un qui sait qu'il supporte une mauvaise nuit, une journée difficile, une période compliquée. Cette personne est plus calme quand quelque chose tourne mal. Pas parce qu'elle aime l'inconfort, mais parce qu'elle n'en a pas peur. Celui qui sait qu'il survit ne panique pas. Ce n'est pas du masochisme. Ce n'est pas chercher la souffrance pour la souffrance. C'est de l'entraînement. Comme un athlète s'entraîne sous charge pour ne pas se briser le jour de l'épreuve, tu entraînes l'inconfort pour ne pas te briser quand il apparaîtra, parce qu'il apparaîtra. Épictète, qui connaissait la vraie souffrance, enseignait que les difficultés ne créent pas l'homme, elles le révèlent. L'inconfort fonctionne comme un miroir. Il montre qui tu es quand les choses ne se passent pas comme tu le voudrais. Et souvent, tu découvres que tu es plus fort que tu ne l'imaginais. Je ne te dis pas d'abandonner tout ou de vivre dans une privation extrême. Ce n'est ni nécessaire ni intelligent. L'entraînement commence petit, commence possible. Prends une douche froide de temps en temps. Dans les premières secondes, ton corps proteste, ton esprit supplie de sortir. Et puis tu remarques quelque chose de simple. Ce n'est pas confortable, mais c'est supportable. Et quand ça se termine, une sensation claire de maîtrise apparaît. Tu as gagné quelque chose avant même que la journée ne commence. Saute un repas de manière consciente, pas par mode ou par esthétique, mais pour ressentir la faim sans paniquer. Pour comprendre que ce n'est qu'une sensation, pas une urgence. Ton corps supporte bien plus que ce que ton esprit dramatise. Passe cet appel que tu repousses depuis longtemps. Aie cette conversation difficile. Commence ce projet que tu repousses depuis des mois parce qu'il t'intimide. Va vers l'inconfort par petites doses. Pas demain. Cette semaine. Parce que la vérité est simple, la vie va te mettre au défi de toute façon. Tu feras face à des imprévus, des pertes, des difficultés, des périodes mauvaises. La question n'est pas de savoir si cela va arriver. La question est de savoir si tu seras prêt quand cela arrivera. Et la meilleure façon de se préparer n'est pas d'attendre que le problème arrive. C'est de s'entraîner avant, un peu chaque jour, de manière consciente. Marc Aurèle écrivait qu'un feu puissant transforme en lui tout ce qu'on y jette. L'inconfort, quand il est entraîné, devient du carburant. Il cesse de te briser et commence à te renforcer. Se mettre au défi, ce n'est pas souffrir davantage, c'est dépendre moins des conditions idéales pour fonctionner.
C'est échanger la fragilité contre la solidité. C'est construire une force discrète qui apparaît exactement quand tu en as le plus besoin. Quatrième règle, n'anticipe pas la douleur. Cette quatrième règle parle de quelque chose que tu fais tous les jours, souvent sans t'en rendre compte. Sénèque a écrit une phrase qui devrait être rappelée dès le réveil. Celui qui souffre avant que ce soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. Lisse cela calmement. Souffrir avant l'heure, c'est souffrir 2 fois, parfois 3, parfois pour quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est exactement ce que nous faisons quand nous anticipons les problèmes. Quelque chose d'important arrive, une conversation difficile, un entretien, un examen, une décision. Et au lieu d'attendre que le moment arrive, tu commences à vivre le problème avant qu'il n'existe. Tu imagines tous les scénarios possibles, toujours les pires, tu revis la situation dans ta tête des dizaines de fois. Tu construis des dialogues entiers, des réponses, des conflits, des fins tragiques. Tu te retournes dans ton lit à 3 heures du matin, en discutant mentalement des conversations qui n'ont pas encore eu lieu. Et puis le jour arrive, et bien souvent ce n'était pas tout ça. Parfois ce n'était même pas difficile, parfois ça s'est même bien passé. Et là vient le constat inconfortable. Tu as passé des jours à te torturer pour quelque chose qui a duré quelques minutes. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu souffert pour des choses qui ne sont jamais arrivées? Le message qui a mis du temps à arriver et s'est transformé en rejet. La douleur étrange dans le corps qui est devenue une maladie grave après une recherche sur Google. Le projet qui semblait condamné et qui, au final, s'est résolu. Le problème n'a jamais existé, mais la souffrance, elle, était réelle. Il y a ici un piège silencieux. Nous croyons que nous inquiéter est une façon de nous préparer, comme si souffrir avant était un entraînement émotionnel, comme si l'anxiété fonctionnait comme une assurance contre la douleur future. Mais c'est l'inverse. L'inquiétude ne protège pas, elle épuise. C'est comme courir un marathon la veille de la course pour s'entraîner. Quand le moment réel arrive, tu es déjà trop fatigué pour gérer ce qui compte. Les stoïciens ne défendaient pas la naïveté. Ils pratiquaient la préméditation des mots, pensaient aux défis pour se préparer, pas pour se torturer. Il existe une énorme différence entre la planification et l'anxiété, et confondre les deux coûte cher. Planifier, c'est regarder le scénario, penser à ce qui peut mal tourner, ajuster ce qui est à ta portée et avancer. L'anxiété, c'est rester bloqué sur la même pensée, tourner en rond, sans avancer d'1 centimètre. Imagine 2 personnes face à la même situation difficile. La première analyse, s'organise, se prépare et dort. La seconde passe des jours à imaginer des catastrophes, perd le sommeil, perd le focus, arrive au moment réel, déjà émotionnellement épuisé. Qui, à ton avis, réagit mieux quand quelque chose arrive? Et ici entre l'honnêteté. Quand tu rumines des pensées au milieu de la nuit, est-ce que tu te prépares vraiment? Ou est-ce que tu te punis simplement? Est-ce que tu crées de vraies solutions? Ou est-ce que tu repasses le même film en boucle dans ta tête? Tu connais la réponse. Il y a de la sagesse à accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ton énergie mentale est limitée. La gaspiller sur des problèmes imaginaires, c'est te voler par anticipation. Des problèmes réels existeront, la vie le garantit. Mais quand ils arriveront, tu t'en occuperas. Tu t'en es toujours occupé. L'être humain est étonnamment fort face à la réalité. C'est face à l'imagination incontrôlée qu'il s'effondre. Ne souffre pas plus que nécessaire. La vie apportera déjà ses défis. Tu n'as pas besoin d'arriver blessé avant que la bataille ne commence. Déclare-le pour toi-même. Aujourd'hui, j'arrête de souffrir avant l'heure. Pas comme un déni de la réalité, mais comme un choix conscient de garder ta force pour quand elle sera réellement nécessaire. 5e règle. Contiens tes désirs. C'est peut-être la règle qui va le plus à l'encontre de tout ce que tu entends partout. On vit en entendant qu'il faut vouloir plus, chercher plus, conquérir plus. Mais les stoïciens disaient quelque chose de complètement différent. Sénèque écrivait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, c'est celui qui désire davantage ». Quand tu comprends cela, tout s'inverse. On nous a appris à croire que la richesse, c'est accumuler, que la pauvreté, c'est le manque, que la paix arrive après la prochaine conquête. Mais regarde autour de toi, il y a des personnes avec de l'argent, du statut, du confort, et pourtant inquiètes, insatisfaites, toujours en train de se comparer,
toujours en train de regarder à côté. Et il y a des personnes qui ont peu, mais qui portent un calme rare, comme si elles avaient compris quelque chose que la majorité ignore. La différence est ici. La richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu possèdes moins ce que tu désires. Si tu as 10 et que tu désires 100, tu vis dans le manque. Si tu as 10 et que tu désires 5, tu vis dans l'abondance. C'est une mathématique simple. Et le point le plus important est celui-ci. Tu contrôles très peu ce que tu possèdes, mais tu contrôles beaucoup ce que tu désires. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui travaille activement à gonfler tes désirs. La publicité, les réseaux sociaux, les comparaisons constantes. Tout est conçu pour te faire sentir insuffisant, comme si le bonheur se trouvait toujours juste après le prochain achat, la prochaine promotion, la prochaine conquête. Tu cours, tu obtiens quelque chose, tu ressens une satisfaction pendant un court moment, et très vite, tu regardes déjà la chose suivante. C'est un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, et ça ne sert à rien de courir plus vite parce que la destination ne change pas. Comme l'a écrit Schopenhauer, l'avidité de posséder et l'ennui de posséder. Peut-être que tu reconnais cela. Tu as désiré quelque chose pendant longtemps. Quand tu l'as obtenu, la joie a duré peu de temps. Très vite, cela est devenu un décor de fond. Et tu désirais déjà autre chose. Pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu as appris à désirer. Les stoïciens ne te disaient pas d'abandonner l'ambition. Ils disaient d'abandonner l'attachement. Tu peux grandir, construire, créer, t'améliorer, mais ne conditionne pas ta paix au fait d'arriver quelque part. Si tu as besoin de conquérir quelque chose pour aller bien, tu n'iras jamais bien. Il y aura toujours plus. La paix n'est pas dans ce qui manque encore. Elle est disponible maintenant, si tu réduis la distance entre ce que tu as et ce que tu désires. Il existe un exercice simple et puissant. Imagine perdre pendant un instant ce que tu considères aujourd'hui comme acquis, ta santé, ton identité, les personnes que tu aimes. Pas pour t'attrister, mais pour percevoir à quel point tu es déjà riche. La gratitude arrive souvent trop tard, après la perte, mais elle peut arriver avant, par la conscience. Au lieu de te demander « qu'est-ce qui manque encore ?», essaie une question différente. De quoi ai-je réellement besoin pour bien vivre ? Pas ce qu'on te vend, pas ce que les autres exhibent, mais ce qui est essentiel pour toi. Tu peux découvrir que c'est beaucoup moins que ce que tu imagines, que beaucoup de tes désirs ne sont même pas les tiens. Ils ont été copiés, absorbés, importés sans réflexion. Et quand ces désirs tombent, la vie devient plus légère. Une année prospère n'est pas celle où tu accumules plus, c'est celle où tu apprécies mieux, c'est celle où tu diminues la distance entre le présent et la paix. Contenir ses désirs, ce n'est pas se priver, c'est se libérer, c'est arrêter de courir après ce qui ne finit jamais, c'est apprendre à bien vivre avec ce qui est déjà là. 6e règle, ne délègue pas ta vie. Il existe une manière silencieuse de perdre sa propre vie sans même s'en rendre compte, laisser les autres décider à ta place. Pas par méchanceté, pas par contrôle explicite, mais par omission. Quand tu ne choisis pas, quelqu'un choisit. Quand tu ne décides pas, quelqu'un décide. Et quand cela se répète chaque jour, ta vie cesse de t'appartenir. Déléguer sa vie ne semble pas grave au début. Tu suis ce que l'on attend de toi. Tu acceptes des chemins qui semblent logiques. Tu adoptes des routines que tu n'as pas choisies. Tu maintiens des relations par habitude. Tu travailles en pilote automatique. Tu repousses les décisions importantes à plus tard. Et quand tu t'en rends compte, tu vis une vie organisée par convenance, pas par conscience. C'est ainsi que beaucoup arrivent à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, avec une sensation étrange dans la poitrine, la sensation d'avoir tout accompli, sauf leur propre vie. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Épictète disait que la plus grande esclavage n'est pas physique, elle est intérieure. C'est vivre en réagissant aux attentes des autres, aux peurs héritées, aux opinions qui n'ont jamais été remises en question. Quand tu vis uniquement en répondant au monde, tu cesses de diriger ta propre direction. Observe avec honnêteté. Combien de choix fais-tu par conviction réelle et combien fais-tu pour éviter le conflit, la déception, le jugement? Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non » ? Combien de fois as-tu repoussé une décision importante en attendant un signe, une approbation, une condition parfaite qui n'est jamais arrivée? Déléguer sa vie, c'est ça. Attendre que quelqu'un t'autorise à être qui tu es.
Attendre que les circonstances s'alignent. Attendre que la peur disparaisse. Attendre que la confiance apparaisse toute seule. Mais la vérité est simple et dure. Personne ne prendra cette responsabilité à ta place. La responsabilité fait peur parce qu'elle enlève les excuses. Quand tu prends les commandes, il n'est plus possible de blâmer le temps, les gens, le passé ou la chance. Mais c'est précisément là que la force apparaît. Parce qu'avec la responsabilité vient quelque chose de rare, la liberté intérieure. Ce n'est pas la liberté de tout faire. C'est la liberté de choisir consciemment, de se tromper par sa propre décision, de changer de direction sans demander la permission, de dire « ça ne me convient plus » et d'avancer. D'assumer que ta vie n'est pas un brouillon en attente de la version finale. Marc Aurèle se rappelait chaque jour qu'il ne savait pas combien de temps il lui restait. Pas pour vivre dans la précipitation, mais pour vivre aligné. Il savait que repousser les choix est une manière élégante d'abandonner peu à peu. Ne délègue pas ta vie à la peur. Ne la délègue pas à l'opinion des autres. Ne la délègue pas à la routine. Ne la délègue pas au hasard. Parce que tout ce que tu ne choisis pas activement finit par être choisi contre toi. Assumer sa propre vie ne demande pas de grands gestes. Cela commence par de petites décisions conscientes, une limite posée, une habitude révisée, un engagement pris, un pas fait malgré l'insécurité. C'est ainsi que l'identité se construit, pas dans des moments grandioses, mais dans des choix répétés. Et voici le point central. Vivre sous son propre commandement ne garantit pas le confort, mais garantit la dignité. Tu peux affronter des difficultés, mais tu n'affrontes pas cette sensation corrosive de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Alors fais cet accord avec toi-même. Arrête d'attendre. Arrête de déléguer. Arrête de remettre à plus tard celui que tu sais devoir devenir. Épictète l'a dit de manière simple et dure. Combien de temps vas-tu encore attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même? Et tu sais que cette question ne concerne pas l'avenir, elle concerne maintenant. Parce que personne ne t'en empêche, le monde ne va pas devenir plus calme, les conditions ne vont pas devenir parfaites, et la vie ne te préviendra pas avant d'exiger une posture. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà compris cela, pas avec de l'enthousiasme, mais avec lucidité. Et peut-être que c'est exactement ça le point de bascule. Pas une année parfaite, mais une année vécue sous ton propre commandement. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.